Et bonjour à toutes et à toutes. Donc pour ce panel avec Jules Falquet et Elsa Dorlin, qui va être donc consacré aux analyses contemporaines du féminisme, je vais quand même commencer par présenter nos intervenantes, même si je pense que déjà beaucoup de personnes savent qui elles sont. Alors, je vais commencer par Jules Falquet. Elle est sociologue, membre du laboratoire d'études et de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie et professeure au département de philosophie de l'Université de Saint-Denis. Elle a vécu au Mexique et au Salvador et analyse principalement à partir de terrains latino-américains et des Caraïbes l'imbrication des rapports sociaux et la production de théories au sein des mouvements sociaux qui cherchent des alternatives à la mondialisation néolibérale, mouvements révolutionnaires, indiens et paysans, féministes et lesbiens. Elle a également analysé la centralité du genre dans la mise en place de cette mondialisation néolibérale, ainsi que dans la réorganisation de la violence qui accompagne le néolibéralisme. Elle s'inscrit dans la triple filiation du féminisme matérialiste francophone, du féminisme autonome latino-américain et des Caraïbes et des perspectives féministes décoloniales. Elle a publié en français, espagnol et portugais et anglais, principalement, et elle est l'auteure de 3 ouvrages personnels également publiés en espagnol: Imbrication femmes, race et classe dans les mouvements sociaux, publié aux éditions du Croquant, Pax Neoliberalia, perspectives féministes sur la réorganisation de la violence, aux éditions du 9e, et De gré ou de force, les femmes dans la mondialisation, à la dispute. Alors, en ce qui concerne Elsa Dorlin, elle est philosophe, professeure de philosophie politique contemporaine sur les enjeux de genre, de race et de classe à l'université Toulouse Jean Jaurès, docteur de l'université Paris-Sorbonne en histoire de la philosophie. Ses premiers travaux portent sur l'histoire de la médecine gynécologique et coloniale moderne. Elle a reçu la médaille de bronze du Centre national de recherche scientifique en France en 2009 pour ses recherches en philosophie et épistémologie féministe. Elle a été professeure à l'université de Berkeley en Californie de 2010 à 2011, fellow au Columbia Institute for Ideas and Imagination de 2018 et 2019. Elle est l'auteure de nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française en 2016, traduit également en espagnol, Sexe, genre et sexualité, traduit également en portugais, Se défendre une philosophie de la violence. Ce livre a été traduit en une dizaine de langues et a reçu le prix Frantz Fanon de la Caribbean Philosophical Association. Et elle a notamment dirigé cette classe pour une épistémologie de la domination et récemment Feu abécédaire des féminismes présents en 2021 qui rassemble près de 70 contributions de militantes, syndicalistes, artistes, universitaires, écrivaines, journalistes, collectifs féministes contemporaines. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez ajouter des choses à ces présentations? On y va. OK. Bon, bah alors je ne vais pas perdre de temps et vous poser en fait la première question. Donc, je vais poser des questions qui permettront un peu d'engager un dialogue entre nos 2 intervenantes. Donc, la première question porte sur la notion d'intersectionnalité. Vous admettez toutes les 2 la pluralité des rapports sociaux. Quelle conception plus exactement de cette pluralité défendez-vous, respectivement pour Jules Falquet autour peut-être de la notion d'imbrication, tandis qu'Elsa Dorlin, vous admettez peut-être davantage la notion d'intersectionnalité. Je ne sais pas qui veut commencer. Et puis, de toute façon, vous pourrez vous répondre si vous le souhaitez. Elsa, peut-être? Non? Je n'ai pas bien compris. Ok, merci beaucoup. Donc, sur la notion d'intersectionnalité, effectivement, mais moi, j'ai plutôt travaillé dans mes premiers travaux sur une critique
de la modernité, des rapports de pouvoir qui sont constitutifs de la modernité, et plutôt dans une perspective que j'ai définie comme une perspective généalogique, donc qui est héritière de la démarche de Michel Foucault ou de Walter Benjamin en histoire de la philosophie. Et l'idée, c'était, dans mon travail, d'historiciser des mécaniques du pouvoir pour essayer de dégager une matrice, voilà, à l'origine vraiment des formes de domination moderne et qui, évidemment, associe de façon complètement ensemble, qui pense ensemble, en tout cas, le mode de production capitaliste, le gouvernement des corps et la reproduction, et la question de la reproduction de la race et la constitution en fait de l'État national. Donc à partir de là, au fond, c'est une articulation entre des problématiques de sexe, de race et de classe, mais je me suis vraiment située à partir de l'Empire français. Et j'ai jamais vraiment distingué en fait ces trois rapports, et où je me situe en ce sens dans une démarche de philosophie féministe, de théorie critique décoloniale. Mais sur la façon dont finalement j'ai utilisé ou comment je me suis approprié l'intersectionnalité, c'est un concept qui m'a profondément intéressée parce que c'est d'abord un concept critique du droit américain, du droit états-unien, et que c'est un concept critique des législations anti-discrimination en matière de sexe et de race dans le contexte des États-Unis post-ségrégationnistes. Et effectivement, la critique que porte Crenshaw sur ces législations de lutte contre les discriminations, c'est aussi de dire que ces dispositifs juridiques ne sont en aucune façon l'alpha et l'oméga de la lutte contre le racisme et le sexisme structurel, et que ces législations même reproduisent en fait dans leur dysfonctionnement des formes des doubles discriminations, au sens où elles transforment des individus, en l'occurrence les femmes africaines-américaines, en véritables fantômes juridiques, en sujets fantômes, voilà, qui sont en dehors en fait de la possibilité de recourir à ces dispositifs. Donc c'est cette critique qui m'intéresse, et aussi la façon dont, avec l'intersectionnalité, on peut comprendre ces mécanismes en fait d'exclusion même du statut de sujet de droit, mais aussi d'invisibilisation des revendications et des luttes, alors même qu'on prétend réparer des injustices. Et voilà, donc ça c'est la force de l'intersectionnalité, c'est aussi le fait que ce concept qui s'inscrit aussi dans une longue histoire du marxisme noir et de la critique du droit depuis le point de vue du féminisme africain-américain. Mais finalement, la question que j'ai posée à propos de l'intersectionnalité, ça a été premièrement de savoir est-ce que l'intersectionnalité, c'est un outil critique pertinent dans d'autres contextes juridiques de traditions différentes. Et la deuxième chose, c'est est-ce que l'intersectionnalité, comme outil critique du féminisme décolonial, dans cette perspective-là, est pertinent au-delà du droit et dans des contextes sociaux, politiques et historiques, on va dire, qui demeurent complètement imbibés de colonialité, mais est-ce que ce concept, il est pertinent pour nous? Donc ça a été une réflexion qui a été menée de toute façon aussi dans le débat intellectuel féministe français. Et ce qui me semblait pertinent, c'était aussi de repartir sur une généalogie, enfin sur d'autres concepts qui nous sont utiles. Je pense notamment à des concepts comme le fémo-nationalisme de Sarah Faris, ou aussi tout le travail que fait Rita Segado sur la pédagogie de la cruauté, qui sont des concepts utiles aussi pour penser cette matrice moderne. Et l'autre chose sur laquelle il me semble important de revenir par rapport à l'usage que je fais de l'intersectionnalité, c'est qu'évidemment, c'est un usage qui a toujours consisté à réinscrire l'intersectionnalité dans sa généalogie politique, celle du féminisme africain-américain, historique, et avec d'autres formes de conceptualisation qui ont été élaborées au sein de cette histoire du féminisme africain-américain, mais aussi de repenser en fait cette problématique à partir d'une bibliothèque qui n'est pas que, évidemment, exclusivement états-unienne. Et probablement que le dernier point que je voudrais souligner, c'est l'intérêt en fait d'un concept, c'est la façon dont il suscite le débat
au sein de la communauté de pensée féministe, mais c'est aussi la façon dont ce concept il est chargé d'un certain nombre de rethéorisation et de re-radicalisation au sein des collectifs militants qui produisent évidemment également de la théorie, et je pense tout particulièrement aux collectifs afroféministes en France qui se sont justement, qui ont proposé de s'approprier l'intersectionnalité pour le repolitiser et faire émerger en fait cette question du sujet politique du féminisme, de ce nous, et de radicaliser la critique à l'encontre d'un féminisme qui est resté pendant très longtemps dans une forme de solipsisme blanc, hein, pour reprendre cette expression à Rich. Donc voilà, c'est une forme, en ce sens-là, on voit bien comment l'intersectionnalité a été une forme d'outil critique et en même temps un médium en fait de politisation, de repolitisation des mouvements féministes afrodescendants, et comment il constitue à partir de là une arme d'auto-organisation et d'autodétermination des mouvements féministes contemporains. Merci Elsa pour ces précisions. Alors maintenant, peut-être Jules, tu vas répondre et peut-être revenir sur, il me semble, le fait que tu sois plus réticente à utiliser ce terme d'intersectionnalité comme d'autres féministes matérialistes. Et voilà, et peut-être après Elsa, si tu veux répondre à ton tour ou faire des remarques complémentaires, mais là maintenant Jules va peut-être nous éclairer sur sa position. Ton micro, Jules, s'il te plaît. Voilà, merci Irène et merci Elsa. Et je voulais aussi saluer les personnes qui sont là avec nous. Je voulais aussi remercier les traductrices ou traducteurs, je ne sais pas, et dire que j'aurais bien parlé espagnol. En tout cas, je saludo a las compañeras y los compañeros tal vez del continente de Abya Yala y del Estado espagnol. Et voilà, donc je suis vraiment contente de participer à cette discussion et de manière plus générale à l'ensemble du colloque qui est vraiment intéressant et qui est en plus, je pense, vraiment nécessaire, d'actualité, urgent, notamment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aux attaques, on va dire, qui sont quand même assez fortes partout dans le monde, je crois, de la droite, de l'extrême droite et même du centre droit et même de la gauche. Voilà. Donc, si jamais je parle trop vite pour les personnes qui font la traduction, n'hésitez pas, je ne sais pas comment, à faire des signes et à me le faire savoir. Voilà. Et de manière plus générale aussi, je voudrais dire, dans la présentation, je voudrais rajouter un tout petit quelque chose, et ça commence aussi à participer à la réponse, mais je voudrais dire ce que ma réflexion doit à tout un tas d'autres réflexions de femmes, de féministes et de lesbiennes, et notamment, elles ont été déjà pas mal mentionnées dans le panel précédent, mais aux femmes autochtones zapatistes du Chiapas, donc, et puis aux femmes autochtones de Chimuleo, du Guatemala notamment, c'est-à-dire de tout Abya Yala, qui ont, en tout cas les femmes zapatistes, elles ont été notamment les premières à signaler le néolibéralisme comme un adversaire politique dès les années 90, et pour moi ça a été très important dans ma réflexion, et le fait que ce soit des femmes racisées, des femmes paysannes qui fassent cette analyse, c'était très important pour ma propre réflexion. Ma réflexion, elle doit aussi beaucoup aux révolutionnaires, aux femmes révolutionnaires du Salvador, du Farabundo Martí, qui ont beaucoup réfléchi à partir d'une position de classe et d'une réflexion marxiste, et qui ont petit à petit introduit une réflexion féministe dans cette réflexion marxiste-léniniste, et puis aussi aux femmes paysannes du mouvement des Sans-Terre au Brésil, et aux femmes paysannes de manière générale des différents mouvements du Brésil. Donc voilà. Et aussi, une autre origine de mes réflexions, c'est vraiment, et je tiens à affirmer ma dette intellectuelle et politique par rapport aux féministes et aux lesbiennes d'Abya Yala, surtout du courant autonome, dont une partie s'est orientée ensuite vers des perspectives décoloniales.
Donc voilà, c'est à partir de ça que je réfléchis et que je réfléchis aux questions d'intersectionnalité, d'imbrication et tout ce qui s'y rapporte. Je ne sais pas si pour la traduction, tout va bien. Je ne sais pas si la traduction a l'occasion d'intervenir dans le chat, par exemple. Ouais, c'est toujours bizarre de parler à des rectangles sans voir à qui on parle. Alors, pour répondre maintenant à ta question, Irène, peut-être dire que, bien sûr, que dans un premier temps, la réflexion de l'intersectionnalité, et ça va bien dans le sens aussi de ce que disait Elsa, je pense, c'est que c'est un apport évidemment extrêmement important et de quelque manière qu'on la considère en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose qui a été produit par des femmes racisées et des femmes de classe populaire à l'origine et de plein de manières différentes et à plusieurs endroits différents et par des militantes. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment un outil avant tout, je pense, de lutte. Un outil de lutte pour la justice sociale et indépendamment de si on en fait une théorisation très sophistiquée ou si on l'utilise tout simplement dans la vie quotidienne. Voilà, c'est une première chose. Et vraiment, je pense que c'est important pour aussi bien le marxisme que pour le féminisme comme une manière de rappeler la dimension vraiment déterminante du racisme et de ce que moi je pense que je conceptualise comme les rapports sociaux de race. Et l'histoire coloniale et l'histoire de la déportation de l'Afrique et l'histoire de l'esclavage colonial, c'est vraiment comme des éléments de base de l'actualité et du système néolibéral actuel. Voilà. Après, justement, sur la base de tous ces groupes et personnes que j'ai évoqués tout à l'heure et à qui je dois vraiment une grosse partie de ma réflexion, personnellement, j'essaye de réfléchir de manière un petit peu, ou je réfléchis de manière un petit peu différente que ce que je comprends de l'intersectionnalité vraiment classique. Et voilà, j'ai développé, ou je préfère utiliser le concept de imbrication de rapports sociaux de classe, de race et de sexe. Et ça, je le fais suite à ou dans la lignée on va dire, d'un triple héritage qui serait celui d'une part du féminisme matérialiste francophone lié à la revue Questions féministes, enfin c'est des réflexions des années 70, grosso modo, qui ont commencé à se développer dans les années 70, et moi je m'appuie tout particulièrement sur la réflexion de Colette Guillaumin, son analyse des rapports de sexage, de l'appropriation des femmes, et aussi son analyse du racisme comme une logique d'appropriation, et sur le travail de Monique Wittig et sa réflexion sur l'hétérosexualité. Donc ça, c'est vraiment une des racines de ma réflexion. L'autre, c'est en effet le féminisme noir des États-Unis, et tout particulièrement, dès les années 70, le Combahee River Collective, et puis même le travail de Frances Beale ou de la Third World Women Association. Disons, c'est vraiment dans cet ancrage, comme tu l'as dit, Elsa, très marxiste d'une certaine manière. Et puis, la troisième racine, c'est donc le féminisme et le lesbianisme autonome et ou décolonial d'Abby Ayala. Et donc, sur la base de ces trois courants d'analyse et de lutte, donc du Combahee River Collective, ce que je prends, c'est l'idée de interlocking system of oppression. Donc, c'est l'idée de l'imbrication, mais elle parle de système d'oppression. Et moi, il me semble plus intéressant de réfléchir en termes de rapports sociaux que de systèmes. Mais je garde vraiment cette idée de interlocking, de l'imbrication de rapports sociaux. Donc, des matérialistes francophones, je reprends, j'espère que je ne vais pas trop vite pour la traduction, je calme un peu. Des matérialistes francophones, je reprends vraiment, en particulier de Colette Guillaumin, l'idée des rapports d'appropriation physique directe du corps comme machine à force de travail, et cela aussi bien dans les rapports sociaux de sexe que dans les rapports sociaux de race. Et pour moi, cette idée de l'appropriation du corps comme machine à force de travail, avant même la possibilité pour certaines personnes de séparer d'elle en quelque sorte une force de travail qui sera
exploité. Là, c'est le corps, la personne tout entière qui est appropriée. Ça, pour moi, c'est tout à fait intéressant pour penser l'imbrication donc, de rapports sociaux de sexe et de race qui fonctionnent à l'appropriation et des rapports de classe qui fonctionnent à l'exploitation. Et puis, des féministes et des lesbiennes d'Abby Ayala, je prends surtout la nécessité, ou en tout cas, je m'intéresse à la nécessité de penser la dynamique du système monde moderne capitaliste. Et donc, d'essayer de réfléchir à partir de 1492 et de réfléchir à partir de un triangle, on va dire, Europe-Afrique, continent américain et Caraïbes. Donc vraiment, l'idée de la réflexion sur l'imbrication, c'est aussi, c'est pas pour faire la même chose en effet du tout, c'est pas pour faire des luttes légales, c'est plutôt pour essayer d'éclairer les logiques actuelles de la mondialisation néolibérale comme un processus historique qui remonte à 1492 et qui est fondé sur la dynamique et les contradictions entre des rapports sociaux de sexe, des rapports sociaux de classe et des rapports sociaux de race. Donc, c'est vraiment autour de cette idée générale que j'essaie de réfléchir. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide pour la traduction. Ok, merci beaucoup. Jules, est-ce que tu veux rajouter des choses, Elsa, faire des commentaires ou passer à la question suivante? Dis-moi. Pardon, je n'ai pas bien saisi. Dis-moi. Non, c'est parfait. C'est bon, ok. Bon, bah, je passe à la deuxième question qui va nous permettre d'approfondir justement peut-être vos deux visions des choses qui sont peut-être complémentaires mais un peu différentes peut-être aussi. Chacune d'entre vous a pu utiliser la notion de matérialisme, il me semble, et est-ce que vous pourriez nous expliquer très précisément ce que recouvre cette notion pour chacune d'entre vous? Est-ce qu'on voit un peu si c'est la même notion ou si c'est une conceptualisation qui est peut-être un peu différente? Alors voilà, qui veut commencer? Peut-être Elsa, comme tu as commencé, est-ce que tu veux continuer à commencer? Ou Jules, vas-y, parce que comme tu veux. tu évoquais en plus, voilà, Colette Guillaumin, donc voilà, dans la foulée. Ok. Et merci Teresa de dire que la traduction va bien. Merci. Du coup, alors, pour moi, tout simplement, hein, dans matérialisme, ce qui me parle le plus, c'est le féminisme matérialiste francophone. C'est une reconstitution un petit peu a posteriori, mais disons, c'est la réflexion qui a été développée à partir de 78 et jusqu'à 81 dans la revue Questions féministes. Donc, ça, c'est d'autres choses aussi, mais disons vraiment, c'est tout particulièrement la réflexion de Colette Guillaumin, donc une sociologue française qui a travaillé sur le racisme en premier, puis sur les rapports sociaux de sexe. Et sa réflexion donc, sur les rapports d'appropriation est pour moi tout à fait centrale. Et ça, évidemment, j'interprète aussi son propos, bien évidemment, c'est ma lecture de son travail, hein, mais il me semble qu'elle a permis de réfléchir de manière aussi historique en donnant des clés, en rapprochant, disons, la situation et la réflexion, l'analyse de la situation des femmes occidentales ou européennes des années 70 avec donc la perspective historique de la transformation progressive du servage en Europe, l'esclavage de plantation coloniale du XVIIIe et du XIXe siècle et le sexage contemporain. Donc, elle a vraiment, de mon point de vue, établi une réflexion comment dirais-je, qui nous permet de voir le sexage dans une dimension historique, qui permet de voir aussi la race dans une dimension de transformation historique à travers donc je rappelle rapidement, hein, je suis désolée pour les gens qui connaissent déjà, mais elle réfléchit en termes donc d'appropriation physique directe du corps, je répète, hein, de la personne entière, pas seulement de la force de travail. Donc on est dans une étape en quelque sorte antérieure, mais qui est aussi ensuite contemporaine des logiques capitalistes d'exploitation. Et elle réfléchit en termes d'appropriation privée et d'appropriation collective. Et ça, à mon avis, c'est
intéressant et important parce qu'elle souligne bien aussi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas toujours clairement compris. Quelquefois, les gens disent la perspective matérialiste est trop totalisante, ou bien des personnes là, bien au-delà disent c'est une perspective très démoralisante, on ne voit pas la possibilité de changement. Au contraire, il me semble que Guillaumin a beaucoup insisté sur les contradictions entre l'appropriation privée et l'appropriation collective, et puis aussi sur la contradiction entre l'appropriation et l'exploitation, comme deux possibles dynamiques de transformation de l'appropriation, du sexage, et historiquement, on a vu aussi comment les rapports sociaux de race se sont transformés et comment l'esclavage a quand même fini par être aboli, mais sans que, évidemment, entre guillemets, sans que la race et le racisme disparaissent, mais au contraire se transforment. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Et moi, j'ai essayé de réfléchir, disons, dans la perspective de comment penser les dynamiques de contradiction entre les rapports sociaux de sexe, de race et de classe, en quelque sorte. Guillaumin dit contradiction entre appropriation privée et appropriation collective, et contradiction entre appropriation et exploitation, et elle pense à partir des femmes, de la classe des femmes, bien sûr définie, je ne l'ai pas précisé, mais définie de manière complètement non biologique. On ne parle pas du tout de femelles et de mâles, on parle vraiment de classe sociale ou de catégorie définie par un rapport social, là en l'occurrence un rapport d'appropriation. Donc moi j'ai essayé de poursuivre cette réflexion, mais donc en n'ayant plus nécessairement uniquement la classe des femmes comme élément central, mais peut-être en mettant au centre des personnes qui sont à la fois dans la classe des femmes, dans la classe prolétaire ou prolétarisée, et dans le ou les groupes plutôt racisés. Voilà, c'est autour de ça que je réfléchis, disons, c'est ça pour moi qui m'intéresse dans le matérialisme, c'est une perspective que j'essaie d'ouvrir à partir du féminisme matérialiste francophone et tout particulièrement de cette réflexion sur les rapports d'appropriation. Je m'arrête là pour ne pas être trop longue, mais on peut, je suis sûre, développer bien davantage. Ok, merci beaucoup. Elsa, je vais te laisser répondre et puis voilà, qu'on comprenne un peu votre manière, toutes les deux, de conceptualiser cette notion de matérialisme. Merci beaucoup. C'est clair que je pense que dans mes propres cheminements et puis au début des années 2000, je m'inscris clairement dans une perspective de recherche qui est très… Colette Guillaumin, pareil, a évidemment une place très particulière sur l'appréhension en fait, de la conceptualisation des catégories de sexe et de race au cœur de la modernité, et donc des logiques en fait, que comportent ces deux machines de naturalisation des rapports de domination. Et donc, moi, évidemment, je partage aussi la position de Jules sur l'importance de Colette Guillaumin. Après, je crois que Colette Guillaumin, elle a aussi une position un peu à part ou particulière dans un matérialisme, enfin un féminisme, dans le féminisme matérialiste français. Enfin, elle a aussi des propositions qui sont quelque peu différentes quand même, si on met dans cette histoire du féminisme matérialisme français, Colette Guillaumin, Christine Delphi, ou Monique Wittig, ou Nicole Claude Mathieu, par exemple. Donc, moi, c'est vrai, je suis plus proche de Colette Guillaumin. Après, avec un souci majeur qui est apparu, notamment parce que moi, mes premières recherches ont consisté à travailler sur les archives de l'esclavage liées à l'Empire français, et donc au système esclavagiste à partir de la fin du XVIIe siècle. Lorsque je suis dans les archives, en fait, il est absolument impossible d'avoir une quelconque approche entre, d'une part, ce qui serait de l'ordre de l'appropriation dans ce dont parlait Jules, des rapports sociaux de sexe, et puis de façon analogique, aller justement voir l'appropriation dans les rapports sociaux de race.
c'est-à-dire que dans les archives, précisément, la question de l'appropriation privée ou collective des corps et des personnes esclavagisées concerne évidemment aussi les femmes esclaves. Et il y a une nécessité à penser cette question. Ça, c'est le premier point. Et avec cette idée selon laquelle probablement que lorsque l'on distingue conceptuellement lorsqu'on distingue conceptuellement la notion d'exploitation avec cette idée de l'appropriation, ce que ça dit, comme si l'appropriation serait relative au sexe et à la race, et l'exploitation, dans une certaine mesure, serait l'explicitation traditionnelle dans le matérialisme historique et dans la tradition marxiste. Ce que ça signifie, au fond, c'est surtout que majoritairement, le marxisme a été un marxisme blanc qui a fait très peu de cas de la question des systèmes esclavagistes et colonialistes et de la question de l'articulation, l'intrication, pour reprendre ce terme, fondamentale entre le mode de production capitaliste et le patriarcat, notamment dans la modernité européenne. Et donc, finalement, cette question d'appropriation du corps entier, elle désigne aussi ce qui serait justement constitutif du mode de production capitaliste. C'est l'appropriation, l'accumulation primitive de capital avec l'esclavagisme et la domination patriarcale, en tout cas des femmes. Donc leur appropriation sexuelle. Donc en fait, l'articulation de ces héritages, cette question-là ont fait que moi, mes influences ont été très vite structurées par notamment, évidemment, tout le courant du marxisme féministe africain-américain, donc du côté de Angela Davis, qui pense dans Femmes, race, classe, vraiment dans cette généalogie historique du capitalisme à partir de l'esclavagisme. Mais ça a aussi été une influence de la pensée de Frantz Fanon et également une influence, alors qu'on va opposer, à mon avis, avec beaucoup parfois de caricatures avec le postmodernisme et les lectures notamment avec Foucault et Judith Butler. Mais au fond, je pense que c'est ces deux influences qui caractérisent ce que j'essaie de penser. Et ça signifie aussi que ce qui m'intéresse, c'est les modes, évidemment, c'est le gouvernement des corps, c'est les modes d'assujettissement, et c'est la question de la sexualité qui est au cœur de ma réflexion parce qu'elle concerne l'enjeu de la reproduction de la vie et de la reproduction des conditions matérielles d'existence et aussi de la reproduction de la force de travail. Et sur ce concept de reproduction de la vie, il s'agissait de penser ensemble, évidemment, l'exploitation crasse du corps des femmes, mais aussi, finalement, de l'exploitation crasse du corps des femmes en référence dans un contexte impérial et colonialiste, c'est-à-dire qu'avec des formes de domination qui sont différentes, qui ont des modalités différentes selon qu'il s'agit de parler du territoire national ou de l'espace impérial. Et cette question, en fait, elle m'a permis de penser que la colonie, l'espace colonial, c'est un laboratoire d'expérimentation pour le capitalisme et c'est un laboratoire d'expérimentation de techniques, de dispositifs, de gouvernement des corps, mais aussi d'épuisement des corps, d'exploitation jusqu'à la mort et de production d'un type de corps et d'un type de sujet qui sont voués à la mort et qui sont interdits justement, à qui on dénie même la possibilité de reproduire en fait les fils de la nation, de reproduire le sang de la nation et qui sont voués, encore une fois, à n'être que des corps pour la mort. Donc, cette question-là, elle a été pour moi très importante parce qu'elle m'a permis de penser à la fois des types, sur la question de la reproduction, de la penser à la fois dans un sens extrêmement matériel,
économico-historique et avec des articulations très fondatrices de la modernité sur évidemment la distinction entre la sphère privée et publique, sur l'assignation prioritaire des femmes aux tâches et au travail reproductif dans tous les sens du terme, c'est-à-dire y compris à faire en sorte que la force de travail puisse être reproduite. Mais ça a été aussi très important de montrer comment la généalogie capitaliste depuis la colonie, depuis l'espace colonial, a été sur des formes en fait de production d'une richesse, où y compris en fait le statut des femmes européennes et de colons pouvait acquérir, par exemple, avait un rôle singulier dans cette production, dans l'émergence en fait de cette classe coloniale blanche bourgeoise. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une dimension, on voit bien, économique, matérielle, au sens classique du terme, encore une fois, mais que se jouent aussi des enjeux idéologiques et symboliques sur la production de normes, notamment de normes de genre, qui relèvent d'une idéologie bourgeoise, blanche, et qui va finalement faire construire un idéal type en termes de genre sur la mère, la femme, la mère de la nation, la femme blanche, à qui on prête des qualités, que l'on restreint à l'espace domestique, mais tout en valorisant ce rôle, etc. Alors même que l'on va produire, en fait, dans ce cadre-là, au fond, une morale bourgeoise, hétérosexuelle, d'assignation à la reproduction, mais de cette morale qui va produire des normes de genre, vont être exclues tout le corps et les femmes racisées, les femmes des basses couches populaires en Europe, et qui vont être exclues, y compris des bénéfices, entre guillemets, symboliques de cette féminité bourgeoise et nationaliste. Donc, sur cette question, ça veut dire que l'intérêt, c'est aussi de travailler sur cette dimension symbolique, sur ce rôle, par exemple, de l'hétérosexualité reproductive des corps blancs et le rôle de l'hétérosexualité reproductive de la propriété blanche, de la richesse blanche, et cette profusion en fait idéologique qui articule la couleur, la race et la classe, fait qu'on doit travailler, en tout cas moi c'est ce qui a été très important aussi pour moi, sur cette dimension du symbolique et de la sexualité, et y compris de la façon dont le capitalisme vient discipliner nos corps, l'approprie, mais aussi discipline des formes de désir et dans dans un cadre de matrice hétérosexuelle. Et donc on dit souvent, et c'était Irène, de vos remarques dans le brouillon de questions qu'on avait eu, que j'ai parlé de m'inscrire dans une filiation aussi du matérialisme queer. C'est évidemment en référence aussi aux travaux de Judith Butler et sur cette matrice hétérosexuelle qui est un dispositif en fait qui a à voir avec la question de la reproduction si centrale en fait pour le capitalisme et pour la question de l'accumulation primitive du capital. Mais en fait, ça rejoint d'autres formes de conceptualisation qui ont été du côté évidemment de Angela Davis, avec encore une fois l'histoire particulière d'un système esclavagiste sur le sol national aux États-Unis. Mais ça rejoint aussi des formes de conceptualisation que peuvent proposer Silvia Federici et sur ce concept majeur très discuté qui est celui de reproduction et de reproduction, encore une fois, des conditions d'existence, des conditions matérielles d'existence, et qui a à voir non seulement avec une appropriation du corps des femmes et des capacités reproductives, mais qui a à voir aussi avec des dispositifs de violence
et d'exposition permanente à la violence qui vient, dans une certaine mesure, discipliner les corps, mais aussi la question des imaginaires, du désir et donc des logiques de la sexualité telles qu'elles circulent en fait dans le capitalisme impérial. Du coup, pardon Irène, je vais rajouter quelque chose parce que ça va vraiment dans le sens de ce que dit Elsa, c'est-à-dire, même si c'est sous un angle un tout petit peu différent, puisque moi j'ai finalement débouché sur quelque chose qui ressemble pas mal à ce dont on parle, c'est-à-dire la proposition, moi en m'appuyant sur Wittig plus que sur Butler, et en réfléchissant plus sur l'hétérosexualité et en tant que lesbienne, sur l'hétérosexualité comme système politique plus que sur la sexualité elle-même, même si ça fait partie de la même, bien sûr, de la même réflexion. Et donc, moi, j'ai réfléchi autour de ce que j'appelle la combinatoire straight, donc en clin d'œil à la pensée straight, la combinatoire straight comme une manière justement de penser l'imbrication des rapports sociaux de sexe, de classe et de race, et de dénaturaliser un petit peu un certain nombre d'éléments de cette imbrication, au sens où je me suis aussi appuyée beaucoup sur l'anthropologie et sur Paola Tabet et Nicole Claude-Mathieu que tu as mentionné, Elsa, en me disant, et aussi pour penser la situation, notamment la question du métissage forcé, du viol des femmes autochtones et des femmes africaines, puis des femmes noires sur le continent d'Abya Yala. Donc vraiment, disons, depuis plus ou moins la même perspective et un petit peu différente, mais c'est vraiment à mon avis, et c'est pour ça que qu'il y a un dialogue possible entre des perspectives féministes matérialistes francophones et des perspectives décoloniales d'Abya Yala. Donc moi je propose la combinatoire straight comme pour penser à la fois les logiques d'union matrimoniale et de filiation. Donc ça va dans le sens de ce qui a été dit, hein. Les politiques individuelles et collectives ou les stratégies d'union matrimoniale et de filiation en fonction de la race, du sexe et de la classe. Et en particulier, j'ai pensé ça autour de l'expérience historique du continent d'Abya Yala, bien sûr. Donc, ça veut dire quelles sont les unions qui sont recommandées. Donc, bien sûr, en termes de sexe, l'hétérosexualité, en termes de race, alors selon chaque moment et chaque région, quelles sont les unions interraciales ou intraraciales qui sont recommandées, quelles sont les unions qui sont interdites, celles qui sont tolérées, etc. Et aussi en termes de classe. Donc, comment penser l'imbrication sexe-classe-race dans la logique de l'union matrimoniale et ensuite, enfin, en même temps, en quelque sorte, comment penser comment justement la race, le sexe et la classe se transmettent à qui appartiennent les produits de l'union matrimoniale, à qui appartiennent les enfants qui sont faits par les personnes qui ont des utérus et qui ont des relations sexuelles fécondantes avec d'autres personnes. Voilà, donc qui a le droit ou qui est interdit de se marier avec qui et qu'est-ce qui se passe selon si les enfants sont plus ou moins légitimes selon leur sexe et selon aussi après leur apparence physique, notamment en termes de race. Donc, ça va dans le même sens. Il s'agit de penser quelque part la production et la distribution à chaque moment des corps en fonction de stratégies qui leur sont propres et en fonction aussi de systèmes légaux, en fait. Voilà. Et ça, encore une fois, j'ai été amenée à y penser, notamment aussi autour de alors à la fois de la question du viol colonial, du métissage forcé, des stratégies aussi des femmes dans ce contexte très contraint, et puis de l'incroyable différence, par exemple, d'être un homme métis, une femme métisse, disons, voilà, les unes deviennent travailleuses du sexe, prostituées, les autres deviennent dirigeants de révoltes, par exemple, hein, c'est des réflexions autour de ça. Donc cette idée de la combinatoire straight, parce qu'en effet, il me semble absolument fondamental de penser, et je pense que c'est aussi une manière de penser le lien entre la production et la reproduction, enfin, comment les logiques, entre guillemets, de la reproduction, de la production de main-d'œuvre permettent de comprendre aussi la position dans laquelle les nouveaux corps qui sont produits à chaque moment vont se retrouver.
peut-être j'ai été je suis un petit peu partie por las ramas, comme on dit, mais voilà. Et j'essaie vraiment de réfléchir en tant que lesbienne à l'hétérosexualité comme système, au-delà même de la sexualité elle-même, puisque la sexualité, il me semble qu'elle est prise, en tout cas pour la période contemporaine, on va dire, au sens un petit peu large, elle est prise dans cette hétérosexualité obligatoire. Et je crois que c'est ça que dit Lou Gonnes quand elle parle de la colonialité du genre. En fait, elle inscrit directement aussi dans la colonialité du genre l'imposition de l'hétérosexualité, d'une hétérosexualité différenciée pour les blancs et les blanches et pour les racisés, mais c'est vraiment aussi quelque chose qui vient en 1492, en même temps que la race et en même temps que le genre, c'est l'hétérosexualité. Et ça me semble intéressant. Ok, merci Jules. Est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à ça, Elsa, Non. ou alors par rapport à la question qui est sur le chat, là, qui est question deux autrices. Selon votre position, il n'y aurait donc aucune différence dans la façon dont l'exploitation est effectuée sous le capitalisme par rapport au mode de production antérieur. S'il y a une différence, quelle est-elle? C'est une question qui vous parle ou pas? Peut-être par rapport à la question exploitation-appropriation que vous avez déjà peut-être évoquée, ou je ne sais pas, pour l'une ou l'autre. Moi, j'essaie de retrouver la question parce que je l'ai vue tout à l'heure. Oui, elle est en bas du chat. Pour moi, c'est l'avant-dernière question. En tout cas, elle est en version espagnole et en version... En version espagnole. Oui, elle est juste au-dessus, hein, la version espagnole. Oui, bien sûr. En bas. Je ne suis pas sûre de complètement la comprendre, mais avant le mode de production capitaliste, est-ce que ça a du sens de parler d'exploitation? Pour moi, ce serait ça la réponse. L'exploitation, c'est quelque chose qui est propre tel que je le comprends, hein, qui est propre au mode de production capitaliste. Et je ne sais pas, je ne me prononce pas pour l'instant, en tout cas, sur la période avant le capitalisme. Je n'ai pas la prétention d'aller vraiment avant le capitalisme, personnellement, dans l'analyse. Oui, oui, il y a des modes de production avant, féodalisme, il y a quelqu'un qui dit ça, et mode de production antique, mode de production asiatique. Et ça, tu veux dire des choses? Non, oui, peut-être que effectivement, en tout cas, le basculement sur le, ce que disait aussi Jules, c'est sur le mode de production capitaliste, et en tout cas dans sa genèse, c'est de ramener en fait au cœur de l'analyse de l'exploitation, en tout cas, et de discuter ce concept à l'aune de ce qui est fondateur pour le mode de production capitaliste et son développement, c'est la traite transatlantique, c'est-à-dire les systèmes esclavagistes. Donc ça, c'est absolument déterminant, et qui va déterminer également en fait une forme de mutation du patriarcat anté-capitaliste. Et donc, il y a aussi une forme de patriarcat propre au capitalisme, au mode de production capitaliste, et qui va s'organiser, y compris évidemment comme une forme de gouvernement. Ok, très bien. Bon, si vous n'avez plus rien à ajouter sur ces points, je vous propose qu'on passe à la question suivante, qui est: comment vous situez-vous toutes les deux par rapport aux notions d'identité, de classe sociale? Est-ce que c'est des notions que vous acceptez dans votre travail ou que vous refusez? Et quel sens vous donnez à ces notions? Alors, qui veut commencer cette fois? Peut-être. Elsa? Oui, alors sur les deux notions, sur la question de la classe sociale, il y a toujours une forme de rabattement, on va dire, de la question de la classe sociale, y compris dans son articulation et aux travaux en sciences sociales, et puis le concept marxiste de classe, et qui est davantage en écho avec la question, qui est en lien évidemment avec la question des processus de conscientisation politique, c'est-à-dire de saisie de ces conditions matérielles d'existence, et des processus ensuite variés de politisation.
Et l'opposition entre classe sociale ou identité, j'ai l'impression que là encore, il y a une espèce de sous-texte qui est lié à une opposition entre, on va dire, les courants du féminisme, en tout cas si je parle dans le débat féministe, de la théorie féministe, les courants plutôt héritiers ou qui se revendiquent dans l'héritage du matérialisme historique, y compris pour critiquer le marxisme et ses impôts. Et puis plutôt un courant postmoderne, on va dire, qui a très investi la question de l'identité. C'est vrai que de ce fait, on a aussi qualifié les perspectives ou l'approche queer à la question de l'identité. Donc, pour moi, ces oppositions, elles sont parfois un peu stériles, j'avoue. Elles reflètent aussi peut-être d'une invisibilisation, d'une certaine méconnaissance des enjeux militants, politiques, théoriques des mouvements queer radicaux tels qu'ils émergent dans les années 80-90, et aussi de la cartographie intellectuelle en fait, de la pensée féministe et sur les questions entre perspectives matérialistes et postmodernes. Par exemple, moi, je n'ai jamais investi la notion d'identité dans mon travail. Ça n'a jamais été un concept que j'ai utilisé ni pensé pour moi de façon heuristique. En revanche, ce qui m'a plus intéressé de travailler, c'est de proposer une approche critique des mécanismes d'imposition de normes ou des types d'assujettissement, donc des dispositifs disciplinaires au fond ou des dispositifs de contrôle qui jouent sur la mise en place d'un certain nombre d'institutions contraignantes ou évidemment brutalisantes et qui vont produire des types de subjectivation, des types de sujets qui, précisément parce qu'ils sont reconnus ou qu'ils sont dans la norme et qu'ils sont produits dans la norme, vont devoir en fait en permanence s'y conformer. Donc on voit bien là en fait moi ma propre réflexion à partir de Foucault ou de Judith Butler. Et cette question en fait des types de subjectivité produites en fait dans des dispositifs disciplinaires, on voit bien aussi la façon dont elles sont de toute façon rentables pour le capitalisme et comment elles sont en tout cas rendues rentables pour le capitalisme, puisque lorsque il y a des formes de politisation qui sont hors normes ou considérées comme en dehors en fait, du cadre normatif des identités que l'on nous enjoint de porter, dans lesquelles on nous enjoint de nous reconnaître, eh bien, en fait, ce qui est là pour nous maintenir dans cette forme de réserve, de frontières, notamment du genre ou de la sexualité, c'est les violences économico-sexuelles et qui sont de toute façon des formes de police sur les corps, police voilà, sur en tout cas ce que je disais tout à l'heure, à la fois le désir, mais aussi concrètement des expositions au risque de meurtre ou de blessure. Mais il y a cette dimension-là qui me semble tout à fait, en tout cas, importante de rappeler en fait que probablement la question des normes, c'est ce qui permet aussi de faire se rejoindre une approche en termes de perspective matérialiste, encore une fois, sur les conditions matérielles d'existence et aussi de production à l'échelle idéologique, d'une imposition à l'échelle idéologique de normes de comportement, de normes de désir, de normes de corps qui permettent des formes de contrôle des sujets, de discipline des sujets qui doivent s'y reconnaître pour tout simplement exister dans l'espace social. Toutefois, c'est vrai que dans les années 90 et 2000, une partie importante en fait, des travaux qui se revendiquaient d'une certaine approche postmoderne, queer, ont contribué à dépolitiser les rapports de pouvoir ou la question de la matérialité des rapports de pouvoir. Mais c'était aussi, je veux dire, il faut restituer aussi la conflictualité dans la sphère du savoir,
les conflictualités politiques qui se jouent. Et il y a des antagonismes. Et il y a aussi une lutte idéologique dans la production des travaux théoriques sur ces questions de l'identité. Et un certain nombre de travaux en fait sur l'identité, mais je pense aussi sur la reconnaissance, sur le multiculturalisme, etc., ont été des travaux qui sont allés dans le sens en fait d'une pensée néolibérale qui au même moment fait la promotion de l'identité, fait la promotion d'un certain type de sujet qui est gouverné par un désir de reconnaissance, qui est aussi un sujet qui est complètement atomisé, qui est désaffilié en fait socialement, pour empêcher, et ça, cette production de ce sujet atomique, qui est dans des dynamiques de reconnaissance ou de faire fructifier son capital humain, donc sur la base de l'originalité, de son identité, etc. Tout ça, ça a participé aussi à empêcher des formes de conscientisation politique et à discipliner des formes d'insurrection du côté des mobilisations radicales, queer, et qui étaient sur une critique frontale, en fait, de ce néolibéralisme. Donc, sur cette question, encore une fois, moi, voilà, l'identité, ce qui m'intéresse, ça a d'abord été de déconstruire en fait les mécanismes d'identification qui sont au fait dans les logiques de la domination et d'aller chercher le cœur de cette pensée néolibérale qui a beaucoup investi l'identité, qui a beaucoup investi la liberté, la responsabilité individuelle, la question du choix, pour mieux en fait miner et abattre en fait toutes les organisations sociales et communautaires de solidarité, d'accès aux ressources communes et aussi de développement, de devenir sujet qui n'allait pas dans le sens du capitalisme. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question de l'identité. Merci beaucoup, Elsa. Jules, on peut supposer que peut-être on ne va pas trop te trouver autour de la notion d'identité, mais est-ce que la notion de classe, elle est encore présente dans ton travail et sous quelle forme Alors, attends, si tu vas me trouver. Ah, ok, d'accord, surprends-nous. Mais d'une manière, en effet, pas très. Alors, depuis très longtemps, pour moi, c'est un sujet de discorde et de débat dans le milieu militant. Hein. Et c'est vrai qu'en effet, je ne raisonne pas du tout et j'essaye de m'opposer, modestement bien sûr, mais à l'idée d'identité, puisque pour moi, ça, c'est vraiment, en effet, comme l'a dit Elsa, quelque chose qui amène beaucoup, notamment dans une perspective individuelle, individualiste, à des logiques néolibérales, mais avant même ça, c'est aussi pour moi très souvent quelque chose qui a trait ou qui rabat sur le naturalisme. Hein. Donc ça, c'est vraiment en tant que, on va dire, féministe matérialiste francophone, je suis vraiment, Colette Guillaumin, son travail, c'est vraiment quelque chose qui éclaire de manière lumineuse l'idée de nature, la naturalisation et qui critique cette naturalisation. Et vraiment, j'adhère à 150 ou 1000% à sa critique du naturalisme. Et voilà, et pour moi, l'identité, souvent, mais je sais que c'est un sujet de polémique sans fin, souvent est très très vite rabattu sur des questions naturalistes. Donc, ce que je préfère à identité, parce que je sais que souvent on peut penser que c'est les personnes privilégiées qui n'ont pas tendance à raisonner en termes d'identité, alors que pour les personnes, par exemple, racisées tout particulièrement, l'identité ou même prolétarisée ou prolétaire, l'identité de classe ou de race est vraiment une base de mobilisation, y compris quand elle est mobilisée stratégiquement. Mais bon, donc personnellement, ce que je préfère, c'est une réflexion autour d'eux, et je traduis ce qui est mis en termes d'identité dans le langage de la conscience de la position qu'on occupe dans les rapports sociaux. Et là, à ce titre-là,
je comprends l'identité. Mais je préfère de loin l'idée de la position qu'on occupe individuellement et collectivement dans les rapports sociaux. Mais cette position et cette conscience surtout de la position, elle est tributaire, hein, elle dépend justement de luttes collectives, elle dépend de luttes historiques qui permettent ou ne permettent pas de se comprendre et de s'interpréter. C'est pas mécanique, hein, mais c'est quand même ce qui nous donne le champ du possible pour penser nos identités. Et il y a bien entendu des luttes très, très âpres pour nous tirer d'un côté ou d'un autre. Est-ce que notre identité, et c'est ce qu'ont dénoncé d'ailleurs les féministes noires, notamment états-uniennes du combat, hein, arrêtez de nous dire non, vous êtes noirs avant tout, non, vous êtes des femmes avant tout, non, vous êtes des prolétaires avant tout, par exemple. Alors, après, une autre chose qui me semble, en tout cas qui m'a beaucoup aidé à comprendre une partie des enjeux politiques dont parle Elsa, c'est la question de la traduction, puisque moi je me suis retrouvée, j'ai appris toute une partie de ce que j'ai appris et j'ai réfléchi beaucoup, d'abord au Chiapas, hein, dans les années vraiment avant même le mouvement zapatiste, après en Amérique centrale, au Salvador, donc j'ai beaucoup réfléchi et lu en espagnol. Et au moment de traduire non seulement linguistiquement, mais aussi de traduire politiquement, et j'ai aussi beaucoup milité, on va dire, ailleurs qu'en France, quoi. Donc, je vois bien qu'il y a des choses qui correspondent mal et ou qu'on n'arrive pas bien à traduire et qui me laissaient pas satisfaite. Et en fait, pour moi, ça a été très intéressant de travailler avec Paola Baqueta, qui est une amie par ailleurs, hein, qui est donc états-unienne et qui est à Berkeley et avec qui on a traduit notamment les Chicanas et la réflexion queer of color. Parce que en réalité, je comprends, en tout cas dans ma compréhension et suite à ces traductions et à toute cette réflexion et ces débats aussi, je comprends que ce que moi je connais comme le lesbianisme radical en France, et en partie le féminisme matérialiste, ça correspond en effet d'une certaine manière à la réflexion du queer, mais pas du queer blanc, du queer of color des États-Unis. Et à ce moment-là, je peux tout à fait comprendre et rentrer enfin, je peux avoir un intérêt pour la réflexion queer, mais si c'est la réflexion, par exemple, queer of color des États-Unis, qui n'est pas du tout, en effet, comme l'a dit Elsa, le type de réflexion queer qui a été davantage peut-être traduit et promu à un moment et qui correspondait bien davantage à des intérêts ou des logiques, on va dire, commerciales, néolibérales, individualistes et tout. Donc voilà, donc pour moi, par exemple, c'est très intéressant si le queer, c'est Gloria Anzaldúa, qui est quand même une des premières qui a utilisé cette conceptualisation, et plutôt d'ailleurs en dehors de l'université, dans un cadre militant. Si c'est ça le queer, alors ça correspond assez bien à ce que moi je défendrais en tant que féministe matérialiste et que lesbienne radicale. Voilà. Et du coup, ça me va. Par contre, d'autres formes d'identité, entre guillemets, queer, ou un discours identitaire qui serait un petit peu celui qui est porté par une certaine forme de queer, ça me convainc beaucoup moins. Voilà, donc ça, c'était pour redire quelque chose sur l'identité. Et maintenant, peut-être pour dire quelque chose sur la classe, parce que le sous-texte que j'ai compris de ta question, je ralentis un peu, parce que je me rappelle de la traduction tout d'un coup. Merci, je remercie les gens qui traduisent. Sur la question de la classe, ce que je comprends comme le sous-texte de ta question, Irène, c'est que est-ce qu'il existe une classe de sexe et est-ce que ce n'est pas essentialiste, est-ce que ce n'est pas réducteur, est-ce que ça ne ferme pas la porte à l'analyse en termes de race ou de classe? Et là, je dirais que précisément, je pense qu'il existe une classe de sexe, comme je pense qu'il existe des classes sociales et comme je pense qu'il existe des classes de race, dans la logique en tout cas que j'infère du travail de Guillaumin et de la réflexion en termes de rapports sociaux, mais ça ne veut pas dire que cette classe elle est monolithique et ça ne veut pas dire qu'elle existe comme une entité dans le réel. C'est un concept et c'est une manière de dire, sous un certain angle, les gens peuvent être regroupés intellectuellement et ont des intérêts communs sous un certain angle
par rapport à une certaine organisation du travail, par rapport à l'organisation raciale du travail ou l'organisation sexuelle du travail. Ben oui, on peut distinguer une classe des femmes et une classe des hommes. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose, et Marx lui-même, quand il parlait de classe, ne parlait pas du tout non plus de quelque chose de monolithique. C'est ce que certaines personnes, en effet, un marxisme blanc, un marxisme patriarcal, a fait de l'idée de classe ou a fait de la réflexion de Marx. Mais je ne pense pas du tout qu'il faille rejeter l'idée de classe au sens, enfin à plein de sens différents, mais je ne pense pas qu'il faille rejeter l'idée de classe, et encore moins, par exemple, l'idée de classe des femmes au prétexte que ce serait quelque chose d'homogénéisant. Voilà, c'est pour répondre au sous-texte que j'ai compris de la question. Tu avais bien compris. Et Elsa aussi avait bien saisi aussi les implicites des questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit? Ok. On peut passer à la question suivante, elle aussi qui a des implicites. Quel concept privilégiez-vous pour aborder les inégalités sociales hommes-femmes? Et peut-être j'avais davantage identifié chez Elsa le concept de genre ou la notion de genre, et tu nous en diras plus sur la manière dont tu le conceptualises. Et peut-être du côté de Jules, plutôt la notion de rapports sociaux de sexe. Et là aussi, ça méritait peut-être une discussion. Et là, qui veut commencer? Peut-être Elsa, je ne sais pas, Jules, qui… Attends, il y a une grosse question en portugais que je vois. Donc, Ah ouais, moi je ne vois pas du tout. non, Je suis restée à… Ah oui, elle était peut-être en privé, puis là, parce que moi, je ne l'ai pas sur le chat. C'est pour ça que je suis passée à la question… Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux répondre à la question ou on la laisse pour plus tard et tu réponds à… je n'ai pas le temps de la lire là pour l'instant, donc je ne sais pas. D'accord, bon, alors on enchaîne. Qui veut répondre, Elsa? Jules? Oui, Irène, aussi, j'ai l'impression que tu peux préciser la question que tu m'adressais justement, parce qu'il y avait cette idée sur Voilà, le concept en fait, de genre. là, j'ai mis les mêmes questions pour les deux intervenantes, mais en fait, je leur avais donné des précisions, donc je voulais donner aussi à tout le monde. Donc, pour Elsa, j'avais écrit « Vous vous référez au concept de genre. Ne craignez-vous pas que ce concept conduise à un effacement des rapports sociaux de pouvoir dans la mesure où il n'implique pas nécessairement une telle lecture en termes de rapports sociaux ?» Voilà, je pense que c'est peut-être un point de… de en fait, je préférais que tu lises aussi l'adresse que… Voilà, Alors, Jules, j'avais dit, vous avez travaillé sur la notion de rapports sociaux de sexe. Continuez-vous à privilégier cette notion par rapport à celle de genre? Il me semblait que c'était une différence entre vous deux. Voilà. Voilà. Alors, moi, en fait, rapports sociaux ou rapports sociaux de pouvoir, je ne l'utilise jamais. Enfin, rapports sociaux de pouvoir, par exemple, c'est un terme qui me… Mais ça doit être aussi des effets disciplinaires, j'imagine, qui jouent, enfin, de culture disciplinaire, de bibliothèque et de formation, en fait. C'est vrai que moi, venant plus de la philosophie, on va dire, même si j'ai beaucoup travaillé avec des philosophes et beaucoup lu et adoré les sciences sociales, mais c'est vrai que ce n'est pas un terme dans lequel je me sens très à l'aise. Voilà. En tout cas, ce dont je peux parler, c'est du concept de genre, parce que qui a été aussi on va dire dans le contexte du débat féministe en France, qui a été très très discuté, extrêmement travaillé, et je pense avec aussi un intérêt pour ce qui s'est passé dans le débat, en tout cas dans le contexte français autour du genre, qui a été un peu différent d'autres débats qui ont pu être menés dans un autre contexte, encore une fois, je veux dire, voilà, presque linguistique aussi. Donc, en fait, pour être très clair sur la question du genre, moi, le concept de genre, je ne l'ai jamais utilisé comme quelque chose qui se réfère à un objet. C'est-à-dire, je ne travaille pas sur le genre, par exemple. Comme une façon un peu polie de dire qu'on travaille précisément sur les inégalités femmes-hommes, sur la socialisation différenciée, etc. Je ne le prends pas comme objet. Dans mes travaux, le concept de genre a d'abord été un outil d'analyse critique
qui m'a permis d'historiciser les mécanismes de sexuation, donc voilà, sociaux, idéologiques, symboliques, de sexuation des corps, pour en faire des groupes sociaux effectivement prétendument homogènes et naturels. Donc là, je reviens aussi à ce que disait Jules sur l'importance, je crois, d'un positionnement critique sur l'ensemble des logiques de naturalisation des hiérarchies et des inégalités. Et donc, le concept de genre a plutôt été un outil critique qui permet cette historicisation des processus de naturalisation. Et ça a été pour moi aussi un outil critique qui m'a permis de faire encore une fois une généalogie des rapports de pouvoir dans la modernité. Et en ce sens, j'ai plutôt suivi dans les premières années la définition qu'en donne John Scott sur le genre comme une manière de signifier en fait le pouvoir. Et donc avec cette attention à la fois à l'historicisation de la domination, mais aussi une attention en fait au langage et aux logiques sémantiques en fait qui s'imposent sur les corps et dont les corps sont en fait deviennent des langages de l'idéologie, on va dire, ou de la pensée dominante. Mais en fait, depuis plusieurs années maintenant, je n'utilise même plus le concept de genre. Enfin, je ne l'utilise même plus dans mon travail au sens où tu l'entendais. Et si je dois le désigner, c'est plutôt, je ne l'utilise pas du tout non plus rapport social de sexe, par exemple, mais ça n'a jamais été le cas. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de travailler sur les modalités distinctes par lesquelles le sexisme s'effectue sur les corps des femmes. Et ces modalités distinctes, en fait, elles ont évidemment à voir avec les antagonismes de classe et les mécanismes de racialisation. Ce qui fait que ce qui m'intéresse, c'est aussi d'essayer de comprendre la production des consciences de genre. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, une expérience vécue en tant que femme et comment ça produit, en fait, le sexisme produit l'expérience vécue de la domination sexiste et comment ces expériences vécues peuvent être radicalement différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en aurait une qui serait plus grave, moins grave, etc. Il ne s'agit pas de juger ou de hiérarchiser, mais ça veut juste dire que, par exemple, si je prends la question de la justice reproductive, il est clair que même dans un contexte qui est celui de l'histoire impériale française, il y a historiquement une assignation à l'hétérosexualité reproductive des femmes blanches dans le contexte français, qui est passé par la criminalisation des pratiques anticonceptionnelles, par la criminalisation évidemment du recours aux méthodes abortives, par l'interdiction de toute méthode de contraception, etc. Et en revanche, évidemment, au même moment, ce à quoi on assiste, c'est des politiques de stérilisation politique ou médicale des femmes racisées. C'est aussi le déni, en fait, aux femmes les plus paupérisées et les femmes racisées du statut de mère. C'est un déni du faire famille, du lien, etc., qui a été très forte, en fait, dans la France coloniale, du côté des femmes des classes les plus paupérisées et des femmes colonisées ou descendantes de l'esclavage. Or, ça crée des formes d'expérience contradictoires. Ça dit quelque chose sur comment fonctionnent de façon disciplinaire aussi les normes de genre. Et ça fait aussi que ça pose, dans une certaine mesure, des questions en termes de conscientisation féministe. C'est-à-dire que
pour comment, dans ce sujet politique qui est nous les femmes, comment produire en fait un certain nombre de revendications qui prennent en considération, y compris les expériences contradictoires d'un même système, mais qui s'appliquent de façon différente voilà, selon la position justement qu'on occupe dans les rapports sociaux. Donc ça a été très fort de travailler le genre en le faisant, enfin, finalement en abandonnant le genre pour essayer de ramener, de prendre ensemble, de toute évidence, les questions de sexe, de race et de classe, alors même qu'il me semblait que le concept de genre effaçait, minimisait ou homogénéisait une expérience vécue de la violence patriarcale, parce qu'on se référait à un sujet type et que ce sujet type, c'était l'expérience d'une femme blanche appartenant aux classes moyennes ou supérieures. Et c'est depuis cette expérience-là, finalement, que ce nous, de nous les femmes aussi, a pris la parole et a eu l'effet d'invisibilité et de marginalisation des revendications et des expériences vécues d'autres femmes. Mais en fait, je vais même plus loin dans une certaine mesure parce que à partir du livre Se défendre sur l'autodéfense et sur vraiment un travail sur la question de la violence, j'ai essayé de montrer comment le genre lui-même, et même on le sait très bien, dans un certain... Le genre est devenu une notion très, on va dire, politiquement correcte qu'on retrouve y compris à l'échelle des traités européens, voilà, des recommandations faites aux États, etc. Mais or, historiquement, le rapport de genre, donc la question des inégalités femmes-hommes, de la liberté des femmes, de la question des violences faites aux femmes, a aussi et surtout utilisé comme une arme idéologique qui définit en fait des normes du masculin et du féminin, mais qui va aussi être utilisée dans des politiques publiques ou des politiques publiques ou des discours politiques ou des campagnes partisanes comme une arme raciste et de contrôle des populations racisées. Et donc, en fait, c'est à partir de cet usage-là qui va créer une forme de tension entre des revendications de lutte contre le sexisme et la violence faite aux femmes et des revendications de lutte contre le racisme et pour la justice. En fait, ça a été organisé de les mettre en tension et de les mettre en contradiction par un certain discours politique et par une idéologie néolibérale par certains États. Évidemment, l'exemple qu'on a en tête et qui est le plus, un des plus tragiques, mais on pourrait parler, un des exemples, juste pour vous donner une idée, c'est évidemment le programme COINTELPRO qui a été mis en place aux États-Unis entre 1956 et 1971 et qui visait à éradiquer le Black Power aux États-Unis et notamment qui a mis le Black Panther Party for Self-Defense en ennemi numéro 1 des États-Unis. Et ce programme COINTELPRO, qui a été un programme du FBI, a consisté à noyauter les groupes militants, mais aussi à utiliser la question des violences faites aux femmes comme une accusation faite aux militants africains-américains qui étaient systématiquement en fait accusés de violences sexuelles ou de viol et qui en fait ont été des arguments comme dans la période ségrégationniste avec la question des lynchages massifs d'hommes et d'adolescents noirs sous prétexte en fait d'une accusation de prédation sexuelle à l'encontre de femmes blanches. Donc, il y a quelque chose qu'il faut travailler sur l'instrumentalisation des questions de genre et même du genre lui-même comme un concept qui finit par devenir
un cheval de Troie de politiques racistes, et on le voit également sur les politiques migratoires en Europe qui viennent à l'occasion en fait des politiques d'égalité femmes-hommes, stigmatiser et pourchasser des populations en migration sous prétexte qu'elles ne respecteraient pas ces valeurs européennes ou ces valeurs de progrès, etc. Donc, je ne veux absolument pas dire ici qu'il n'y aurait pas de violence sexuelle intracommunautaire ou intra-groupe militant révolutionnaire. Et je pense à un texte magnifique de Gloria Andalzoa sur la consciencia de la métisse, et qui est déjà sur cette question de que faisons-nous de la violence, de la violence qui nous est faite par nos hommes ou nos compagnons de lutte. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des utilisations extrêmement violentes et racistes qui sont faites de la question de l'inégalité homme-femme, des politiques d'égalité, de liberté sexuelle, et qui imposent, qui sont des politiques extrêmement violentes et impériales, mais aussi qui imposent aux femmes de se libérer de la bonne façon et qui impose aux femmes une bonne façon d'être féministes au nom des politiques de genre ou au nom de l'égalité de genre. Et dans la situation, par exemple, française, on voit bien comment les femmes musulmanes qui portent le voile en France subissent depuis des décennies une violence d'État systématique, sans précédent. Et cette violence brutalisante dont elles sont victimes, elle se fait au nom même des politiques de genre et de l'égalité des femmes et des hommes. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas le genre. Ok. Ben voilà, comme ça, je suis à la page sur les évolutions de ta pensée, Elsa. Donc, Jules, peut-être toi, justement, j'espère ne pas être complètement à côté de la plaque. Est-ce que le rapport socio de sexe, ça te va ou pas? Ah, mais moi, ça me va complètement. Et je vais aussi dire que, alors, voyons voir, qu'est-ce que je vais dire? Pas mal de choses, mais d'abord, en effet, je vais complètement dans le sens de ce qu'a dit Elsa, c'est-à-dire que, justement, je disais au début, l'importance pour moi du courant autonome féministe, à l'époque il s'appelait latino-américain et des Caraïbes, mais du courant féministe autonome d'Abby Ayala. Et une des premières choses, quelque part, que ce courant a dénoncé au milieu des années 90, donc en fait à la rencontre féministe continentale au Salvador en 93, c'est dans le cadre de la préparation de la conférence de Pékin, en fait, c'est cette transformation et cette instrumentalisation de la notion de genre, en fait. Et c'est les trois choses que Pékin, la conférence de l'ONU de Pékin a mis en avant, c'est le genre, le microcrédit pour les femmes et l'empowerment. Et, et le quatrième, qu'on s'appelle l'intégration dans le courant principal du développement. Et en fait, dès cette époque-là, un certain nombre de féministes et de lesbiennes latino-américaines et des Caraïbes ont dénoncé ça, et je me suis complètement associée à ces dénonciations parce que, en effet, le genre, c'est vraiment tel qu'il a été en tout cas promu par la coopération internationale, les institutions internationales, ONU, FMI, Banque mondiale, mais aussi l'ONU, aussi et surtout l'ONU. C'était vraiment une manière de dépolitiser le féminisme, de fomenter l'ONGisation, l'institutionnalisation, d'où toutes ces politiques très problématiques européennes et internationales autour du genre. Donc vraiment ça, le genre, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles vraiment, d'entrée de jeu, je n'ai pas souhaité l'utiliser du tout, d'autant plus que moi qui suis d'une génération un petit peu avant Elsa, j'avais à ma disposition quand même le concept de rapports sociaux de sexe. En France, il n'y avait pas encore, le genre est arrivé beaucoup plus tard, et il me semble pas, je suis sûre, que dès les années 70, en fait, bien avant la réflexion de Butler, il me semble que déjà un article de Nicole Mathieu expliquait
à quel point on pouvait réfléchir en termes de rapports sociaux de sexe et on pouvait penser les femmes et les hommes non pas à partir d'une biologie naturalisée qui en fait n'existe pas, mais les uns à partir des autres. Penser des groupes sociaux à travers d'autres groupes sociaux, penser à un rapport social dans un cadre d'une explication sociale et non pas biologique, parce que quand même très souvent aussi, et pour les militantes et les théoriciennes d'Amérique latine et des Caraïbes ou d'Abby Ayala, il y a eu beaucoup d'ateliers avec l'idée, le système sexe-genre, etc. Le sexe, c'est biologique, le genre, c'est social. Bon. Ben, en fait, c'est tout ce substrat-là qui, je pense, doit être remis en cause et qui est questionné et que le concept de rapport social de sexe ou rapport social de sexe permet de dépasser. Là aussi, je le dis pour les traductrices, ça a été très important pour moi de comprendre aussi la difficulté qu'il y a en espagnol, en portugais et en anglais pour différencier rapport social de relation sociale. Mais ça me semble tout à fait, pour une fois que vraiment la langue française a quelque chose de positif, voilà. Il me semble que la question, le concept de rapports sociaux de sexe permet aussi de différencier le niveau structurel du niveau des relations interpersonnelles. Alors là, je pense que tout le monde est fatigué, moi la première, pour expliquer ça de manière détaillée, mais quand même, il me semble que toute une partie des mouvements qui ont résonné en termes de je fais ce que je veux de mon genre, parce que mon genre, justement, une partie du mouvement queer blanc peut-être à un moment donné, mon genre, eh bien, je le transforme plus ou moins facilement, mais enfin bon, se place au niveau des relations sociales, et parce qu'il n'y a qu'un mot en anglais, en espagnol, en portugais, alors que si on peut différencier les relations interpersonnelles et les rapports sociaux, alors on comprend qu'il est très difficile d'agir seulement au plan individuellement. Ça, c'est encore une autre raison pour laquelle il me semble que rapports sociaux de sexe est vraiment, pour moi, le terme utile. Troisième élément, c'est que, en effet, ça rejoint aussi un petit peu ce que dit Elsa d'une autre manière, c'est que pour moi, alors bien sûr, dans rapports sociaux, ça rappelle qu'il y a un rapport de pouvoir, qu'il y a un rapport de force, qu'il y a une dissymétrie, et surtout, ça permet de traiter ensemble et de penser plus facilement l'imbrication des rapports sociaux, plus facilement qu'imbriquer le genre avec quelque chose d'autre. Si on est sur 3 rapports sociaux, même s'ils sont différents, alors on peut, me semble-t-il, plus facilement penser leur imbrication. Et je reviens sur quelque chose que je n'avais pas du tout développé au début, mais qui va complètement dans le sens de la discussion, c'est que pour moi, donc, j'ai proposé la notion de vase communicant pour penser l'imbrication des rapports sociaux. Vase communicant au sens où, ok, donc la société, les sociétés fonctionnent notamment autour de l'organisation du travail. Cette organisation du travail, elle peut suivre des lignes d'appropriation à travers des rapports de race ou bien des rapports de sexe, ou elle peut être organisée sur la base de l'exploitation. Disons, le travail peut être organisé sur la base de l'exploitation à travers les rapports de classe. Et il me semble que, en tout cas, je parle de vase communicant pour dire qu'en réalité, toute une partie du travail peut être organisée alternativement selon des logiques de race, de sexe ou de classe. Et par exemple, pour le travail de la reproduction sociale, dont il a été beaucoup question dans ce colloque, le travail de la reproduction sociale, on peut amener ou bien forcer aussi bien les femmes en général à l'exécuter que, par exemple, les racisés en général, notamment sous les traits de l'esclavage. Ou bien on peut demander à des personnes de le faire de manière salariée, même si c'est avec un salaire très faible. On peut payer des instits, des nounous, etc. Donc, ce même travail de reproduction sociale, il peut être exécuté notamment dans le cadre des rapports de race, ou bien de sexe, ou bien de classe, ou bien d'un mix, bien évidemment. Et à mon avis, c'est un enjeu majeur des transformations sociales, des luttes sociales, des politiques publiques,
des politiques, ça rejoint la question des politiques migratoires, mais voilà, moi je suis arrivée aussi à la pensée de l'imbrication des rapports sociaux en travaillant sur la question des migrations et notamment sur la question du travail domestique et du service domestique et des bonnes et de la question de la migration des femmes racisées, prolétarisées du Sud. C'est-à-dire sur la transformation des paysannes en main-d'œuvre libre, des paysannes notamment autochtones, noires, en main-d'œuvre libre, qui est amenée à migrer dans les pays du Nord pour réaliser le travail domestique à un moment où les hommes nationaux ne veulent pas le réaliser, ils n'ont jamais voulu, ils ne veulent pas plus le réaliser, et à un moment où les États, sous l'effet des politiques néolibérales, d'ajustement structurel, réduisent les services sociaux, réduisent l'éducation, la santé, ou les suppriment complètement. Et donc pour moi, j'ajoute à cette idée de, par exemple, la question des accusations de violences sexuelles contre les hommes noirs pour démanteler les mouvements. Ça aussi, c'est très important, mais j'ajoute à ça l'idée que, de mon point de vue, il y a aussi toute l'organisation du travail qui est complètement liée, et notamment du travail de reproduction, qui est complètement liée à cette imbrication des rapports sociaux et à cette logique des vases communicants. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est très important. Et avec le genre, ça, je pense qu'on n'arrive pas facilement à le comprendre. Peut-être qu'on peut le comprendre, j'espère, mais c'est beaucoup plus difficile de le réfléchir. Et je me joins complètement à Elsa pour dire que une des choses très inquiétantes aujourd'hui en France, c'est l'islamophobie et la manière dont l'islamophobie est utilisée comme une nouvelle logique raciste, mais toujours pour les mêmes raisons, hein, à la fois pour, disons, comment dirais-je, jouer sur les politiques migratoires, décourager la migration, affaiblir, disons, les populations d'origine migrante et notamment donc sur la ligne de l'islam. Et en fait, en vérité, pour la France, ça vise tout particulièrement l'Algérie, les personnes d'origine algérienne et toute cette histoire coloniale de la France. Et puis, je rapprocherai ça aussi de la question des relations internationales, hein, donc là aussi, je remets aussi la question de la violence, mais comment, depuis 2001, les tours jumelles, le nouvel ennemi n'est plus l'ennemi de classe, n'est plus le communisme, mais c'est l'ennemi de race, c'est le terrorisme, et le terroriste islamiste, c'est un ennemi de race. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir aussi autour de ça, sur l'histoire, sur les transformations que la mondialisation néolibérale a introduites, et cette espèce de passage, mais encore une fois, une autre manière de vase communicant entre la race et la classe. Donc vraiment, je pense que c'est indispensable pour nous de penser en même temps l'imbrication des rapports de sexe, de classe et de race. J'ai parlé. Merci aux traductrices, là, elles doivent avoir le cerveau qui fume, ou les traducteurs. Vraiment, merci, je suis désolée. Hein. Peut-être, je vais prendre la question sur le chat parce qu'elle est peut-être plus adressée sur le concept de corps-territoire et si tu l'utilises et si tu le trouves pertinent dans le contexte européen. Alors, j'embraye, mais en effet, je connais bien Lorena et je l'ai interviewée et traduite en français. Et donc voilà, oui, je l'utilise d'une certaine manière. Alors après, hier, elle a dit territoire, corps, terre, et elle l'a développé, et d'autres féministes communautaires, d'ailleurs, comme elle l'a signalé aussi, les boliviennes, et notamment le groupe Mujeres Creando. Ça me semble très, très important, et ça me semble très important au sens aussi d'insister sur la profondeur coloniale, le continuum colonial de la violence faite aux femmes. Et ici, faite aux femmes avec la dimension vraiment très, très marquée du racisme et aussi de la classe, en fait. Donc, je pense que vraiment, les féministes communautaires d'Abya Yala, avec notamment ce concept de corps, de territoire, corps, terre, ont vraiment, ou sont en train de proposer un renouvellement théorique très, très important. Et c'est aussi un renouvellement des luttes, parce que cette réflexion théorique, Lorena, elle l'a expliqué un petit peu hier, mais peut-être elle ne l'a pas complètement détaillé, mais c'est vraiment, ça part des luttes contre contre l'extractivisme, la construction des barrages et l'extractivisme notamment pétrolier, enfin des matières premières, et aussi agricole.
Donc, on a publié, pour les gens qui voudront, je mettrai sur le chat, mais en français, un interview de Lorena où elle explique bien ça. Et j'ai travaillé aussi sur cette question, j'ai été amenée à travailler sur cette question en travaillant sur la visibilisation des violences sexuelles massives commises pendant la guerre contre les femmes et particulièrement contre les femmes autochtones au Guatemala dans les années 80. Et comment, donc ça c'est une partie de mon livre Pax Neoliberalia sur la réorganisation néolibérale de la violence, où j'essaie de montrer justement comment il y a cette violence néolibérale qui est aussi une violence, qui est une violence contre les femmes, mais qui est aussi une violence coloniale raciste et qui est aussi bien sûr une violence de classe. Donc pardon, je travaillais sur le Guatemala, je cherchais à travailler sur la visibilisation des violences contre les femmes autochtones pendant la guerre dans les années 80. Et ça m'a amené jusqu'aux luttes de ces mêmes femmes autochtones, quasiment quelquefois dans les mêmes communautés, contre l'extractivisme. Maintenant c'était dans les années 2012-2015, tout particulièrement, où il y a eu, suite à l'augmentation du prix des matières premières, cette recrudescence de l'extractivisme et des états de siège, notamment dans différentes régions du Guatemala. Et je me disais au fond de moi, les pauvres amis, camarades guatémaltèques, et l'état de siège, bien sûr, n'a pas tardé à nous arriver aussi ici en France. Voilà, pour des raisons d'ailleurs pas complètement étrangères. On voit que le néolibéralisme ne fonctionne. Je pense aussi c'est quelque chose que j'ai bien vu au fur et à mesure depuis Abiyala jusqu'à l'Europe, comment le néolibéralisme, après avoir présenté un visage souriant, notamment autour de cette question du genre, c'est ce que j'ai essayé d'analyser dans mon premier bouquin qui s'appelle De gré ou de force, c'est vraiment justement comment cette question du genre, elle avait été instrumentalisée par l'ONU dans les années 90 pour essayer de nous faire croire à une mondialisation heureuse, etc. Et puis comment maintenant, là, ça devient très, très clair que c'est quasiment uniquement par la violence et la contrainte et l'occupation militaire, y compris par les soldats ou la police de notre propre pays, que toutes ces mesures peuvent être appliquées. Donc ça, je te vois sourire. Non, parce que là, je dis que tu étais un peu éloignée Oui. du corps territoire et qu'Elsa… non, mais attends, le corps territoire, la parole. Elsa, est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus ou peut-être sur la question suivante? Est-ce que je passe à la question suivante? Ok, bon, la question suivante, elle est sur la question de la race. Et bon, comme Jules s'est assez exprimé assez longtemps, je te la laisse peut-être. Alors, j'ai l'impression à chaque fois de te mettre les questions où il y a un peu de pression sur toi. Donc, peut-être j'avais orienté plus parce que c'est vraiment un débat qui est très présent en France avec, par exemple, le livre de Noiriel et Beau et Noiriel sur la question classe sociale, race, d'autant plus que un de tes ouvrages majeurs, c'est la matrice de la race. Donc forcément, on peut se dire, est-ce que ton travail ne pourrait pas prêter le flanc à ce genre de questions? Et comme ça te donne l'occasion d'y répondre et de nous expliquer comment ce n'est pas le cas, enfin, je pense. Bon, en France, aujourd'hui, il y a un peu une panique blanche, masculine et bourgeoise, qui va utiliser la question de l'antagonisme de classe et le concept marxiste de classe pour aller chercher, tenter de critiquer les pensées et mouvements décoloniaux, intersectionnels, insurrectionnels, qui pensent et luttent depuis des années, voire des décennies sur les enjeux de sexisme, de racisme et de capitalisme et du capitalisme. Donc c'est vrai que c'est une critique qu'on entend souvent, mais dont je voudrais souligner le fait qu'elle est aussi une forme d'appauvrissement intellectuel et conceptuel du débat, et que ça relève aussi d'un épuisement organisé adressé aux pensées critiques, parce que nous sommes, et surtout féministes principalement, parce que nous sommes constamment interpellés à devoir se justifier, à revenir sur le b.a.-ba, etc. Et on perd énormément de temps et surtout on s'épuise à répondre à des questions et dans un cadre intellectuel qui, encore une fois, ne lit pas nos ouvrages ou ne pense pas de façon
avec une humilité intellectuelle, ce qui est produit de façon très riche par les penseuses féministes notamment. De la même façon, donc je vais revenir sur la classe, mais de la même façon, comme on disait tout à l'heure sur le genre, on a beaucoup critiqué Judith Butler et on lui a beaucoup reproché de dire le genre, c'est je transforme mon genre, je suis libre et tout ça. Butler n'a jamais utilisé le genre comme ça, elle l'a utilisé dans une perspective foucalienne en essayant justement de travailler sur la mécanique disciplinaire du genre. Donc, c'était vraiment aussi un procès, à mon avis, qui a alimenté l'ensemble du backlash idéologique et qui vient aujourd'hui dans les écoles françaises, dans les universités françaises, traquer les enseignants et les enseignantes qui professeraient la théorie du genre et qui seraient vraiment contraires à la moralité. Mais sur la question de la classe et de la race, en fait, se joue la même chose. C'est une pensée idéologique du backlash. C'est vraiment le recentrement sur un cadre extrêmement conservateur d'une histoire intellectuelle qui l'appauvrit et qui la déforme. Moi, si on parle, par rapport à mon travail, à mon rapport à la question antagonisme de classe et concept de race, ça fait 20 ans que je travaille sur les archives de l'esclavage, sur les luttes de libération nationale, décoloniale, anticoloniale, que je travaille principalement autour le féminisme guyano-antillais, donc vraiment sur le contexte guadeloupéen, martiniquais et guyanais, et notamment sur une réflexion dans laquelle j'avais pris part, qui était un débat aussi qui avait eu lieu sur toutes les problématiques sur le Caire, et où j'avais tenté de ramener, mais forte de plein d'autres, de Jules en l'occurrence, et d'autres, la question de la division sexuelle et raciale du travail de Caire, pour essayer précisément d'articuler l'ensemble des dimensions. Et en fait, ce qui me pose un problème, c'est que lorsque l'on travaille sur les mouvements d'émancipation, d'autodéfense décoloniale, de libération nationale, de mouvements d'abolition de l'esclavage ou des mouvements politiques féministes afrodescendants, en fait, on nous accuse de ne pas travailler sur la classe alors qu'il s'agit de toute façon de la question d'un lumpen prolétariat historique et qui a été et qui est assigné en fait aux plus basses tâches du capitalisme et de l'exploitation salariale. Donc c'est toujours, j'imagine, un faux procès, et probablement aussi qu'il y aurait quelque chose à penser et à distinguer sur l'articulation finalement entre ce que voudrait dire une conscience féministe qui travaillerait en fait l'articulation du genre, de la race et de la classe, et comment produire en fait cette conscientisation féministe. Et en ce sens-là, on voit bien que toute une partie en fait de la théorisation féministe, des mouvements féministes, sont plutôt aujourd'hui sur à la pointe, je dirais, d'une critique du capitalisme et sur des revendications politiques qui sont clairement sur le renversement du capitalisme. Donc, voilà. Ok, merci Elsa d'avoir répondu à la question pas très sympa, mais avec un peu un passage obligé. Jules, est-ce que tu veux ajouter des choses? Bon, c'est vrai que moi j'avais orienté un peu le sous-texte que je t'avais envoyé sur Colette Guillaumin, mais comme tu en as déjà parlé, voilà, peut-être. Très brièvement, juste se dire que je me joins aux propos d'Elsa sur le fait que ces attaques répétées quand on travaille sur la race, de ne pas assez parler de la classe, bah oui, c'est des attaques très problématiques. Il peut y avoir, dans certains cas, un fond
quelque chose d'intéressant dans l'idée de ne pas complètement antéposer la race à la classe, mais de manière vraiment très, très majoritaire, c'est des attaques idéologiques de la droite et de l'extrême droite, vraiment de manière tout à fait claire. Après, bien sûr qu'on en tant que féministe, qu'antiraciste et que marxiste, on a intérêt à vraiment bien réfléchir à comment s'articulent les deux et ne pas faire disparaître l'un derrière l'autre. Mais ce n'est pas du tout ni ce que fait Elsa, ni ce que font, je pense, la plupart des gens qui sont ici. Donc, c'est vraiment des attaques gratuites et je pense que ça vaut la peine, puisque ça a été abordé dans le panel précédent, mais je crois que ça vaut la peine de souligner à quel point quand même la réflexion aussi bien militante qu'universitaire aujourd'hui en France comme dans beaucoup d'autres pays est extrêmement attaquée. Hein. Le contexte est très très étouffant. Il y a une répression assez brutale. Bien sûr, il y a plus de répression dans d'autres contextes, hein, c'est pas... mais il y a une répression quand même et des attaques de tous côtés qui nous font en effet perdre du temps, perdre de l'énergie, qui nous obligent en partie à nous autocensurer ou qui voudraient en tout cas nous amener à nous autocensurer. Les débats sont très forts et ils sont pas seulement, c'est pas seulement des débats d'idées, c'est vraiment des attaques de très mauvaise foi et des logiques répressives hein, contre. Voilà, je ne sais pas si ça vaut le coup de développer, mais c'est très réel et on a intérêt à s'unir. Et quand je vois ce qui se passait par exemple au Brésil avec Escola Sin Partido, ben voilà, là on est dans la même situation maintenant, on est à deux doigts d'être dans la même situation. Bah oui, tout à fait. Je ne commenterai pas ce passage-là, mais ça mériterait effectivement commentaire. Alors, là, je vais passer peut-être à la question suivante, qui voilà, est peut-être un peu plus une question de fond pour nous que la précédente. C'est la question de savoir... Alors, je suis un peu gênée pour l'expression, puisque rapport social, ce n'est pas forcément une expression qu'utiliserait Elsa, mais elle va comprendre, je pense, le sens de la question néanmoins. C'est, vous admettez toutes les deux l'existence d'une pluralité de rapports sociaux. Est-ce que vous limitez les rapports sociaux au sexe, à la classe et à la race? Sinon, est-ce que vous faites entrer d'autres rapports sociaux? Et il me semble là aussi qu'il y avait peut-être un peu une divergence, puisque Elsa a parlé de la sexualité. Je crois que chez Jules, c'est beaucoup plus rattaché peut-être à la question des rapports sociaux de sexe. Et aussi, il me semble chez toi, Jules, qu'il y a vraiment cette limitation à 3 grands rapports sociaux. Et pour Elsa, peut-être une approche un peu différente. En tout cas, tu vas nous dire. Est-ce que tu veux commencer, Elsa, ou tu préfères que ce soit Jules qui commence? Comme tu veux, non, Jules, comme ça. Après, moi, je rajoute les autres rapports sociaux. Ah, ok, d'accord. Ok, alors pour moi, je commence par le plus facile en quelque sorte. Pour moi, la sexualité, elle est complètement partie intégrante des rapports sociaux de sexe. Et là, vraiment, pour moi, c'est la clé de voûte des rapports sociaux de sexe. Je n'arrive pas à la séparer. Après, si on veut analyser les pratiques sexuelles en elles-mêmes, autonomiser le champ de l'analyse des pratiques sexuelles, enfin, pourquoi pas. Mais en fait, je pense que c'est une erreur, une erreur théorique et politique de l'autonomiser. Et en tout cas, je constate que beaucoup de personnes qui, à l'origine, sont à l'origine de cette autonomisation sont plutôt, me semble-t-il, des hommes. Et je pense que très souvent, ils font complètement l'impasse sur la manière dont la violence, et notamment la violence sexuelle, structure l'expérience, en particulier des femmes, comme personnes violentées, et structure l'expérience des hommes comme personnes éventuellement aussi violentées, mais qui exercent la violence sexuelle. Et voilà. Et je pense que la race aussi est très, très marquée par la violence, et notamment par la violence sexuelle. Alors, donc, à ce sujet, au sujet de la manière dont les rapports sociaux de sexe sont la clé de voûte des rapports, la sexualité est la clé de voûte des rapports sociaux de sexe, c'est vraiment, moi je m'appuie beaucoup sur la réflexion de Nicole Claude Mathieu et son article sur 3 modes d'articulation des rapports sociaux de sexe, de genre et de sexualité. Pardon, 3 modes, vous m'avez comprise. Je commence à être un petit peu fatiguée, je vous prie de m'en excuser. Ensuite, c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est déjà
c'est important d'arriver à bien penser l'imbrication sexe, classe, race. Bien sûr qu'il y a d'autres dimensions qui sont très importantes, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à les penser en tant que rapports sociaux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais l'âge notamment, enfin, dans la mesure où la plupart des gens sont censés passer par la plupart des âges et toujours dans le même ordre, ça ne me semble pas relever tout à fait de la même logique que les autres, que le sexe, la race, la classe, même s'il y a bien entendu des rapports de pouvoir dans la question de l'âge. Quant à la question du validisme, évidemment, c'est une question très importante, mais je ne suis pas sûre non plus de voir comment l'analyser en termes de rapports sociaux. Voilà, et puis, je ne sais pas si tu avais donné… Alors, la religion, par contre, là, je la mets sur le compte de en tout cas, la manipulation de la religion anti-religieuse, je la mets sous l'angle de la race étant pour moi large, hein. Bien sûr, elle n'est pas du tout limitée à l'apparence, au caractère soi-disant physique. Voilà, donc je dirais ça comme ça, et je prie de tout le monde d'excuser ma fatigue grandissante qui doit être partagée par la plupart d'entre vous. Voilà, donc Elsa… Ouais. Alors, on va laisser la parole à Elsa, et ce sera sans doute la dernière question, ou alors peut-être il y aura encore un tout petit temps, mais vraiment, donc Elsa, vas-y, on t'écoute sur cette question. Mais là encore, je pense que ce qui nous distingue, Jules et moi, je pense, enfin, j'ai moins. D'abord, encore une fois, c'est peut-être la dimension aussi, enfin, la philosophie et puis plutôt les sciences sociales d'abord. Et puis, autre chose, c'est quand même une influence foucaldienne qui est très forte dans mon travail et qui fait que les rapports sociaux et du coup d'ajouter la question de la sexualité, handicap, âge, religion, en fait, je comprends que c'est difficile quand on parle de rapports sociaux, mais je ne parle pas de rapports sociaux. Enfin, en tout cas, je ne travaille pas sous cet angle-là. En revanche, ce qui m'intéresse, enfin, je veux dire, j'entends l'argument de Jules lorsqu'elle dit, du coup, c'est compliqué d'associer ça et ça et ça. Mais si j'essaye de travailler davantage la question des rapports de pouvoir et finalement qui sont constitutifs encore une fois du capitalisme, de l'histoire du capitalisme et de sa forme radicalisée, globalisée qu'est le néolibéralisme, je vais me rattacher ici plus au concept de biopolitique et essayer de réinvestir le concept de biopolitique dans une perspective féministe, mais il a été beaucoup investi, évidemment, mais c'est-à-dire d'essayer de travailler un type de gouvernement qui clairement, un type de gouvernementalité qui clairement fait vivre certains et certaines, et justement qui les fait vivre différents selon qu'il s'agit de certains ou certaines, et qui expose au risque de blessures et de mort, avec une pluralité de morts possibles, c'est-à-dire avec la question d'une mort sociale, mais aussi d'une mort linguistique, d'une mort culturelle, d'une mort économique au sens propre, d'une mort, d'une mort presque charnelle, sexuelle, etc., qui expose au risque de blessure, au risque de mort, des pans entiers d'autres individus et qui les constituent ainsi comme des populations à part et des groupes, en fait, qui sont voués à des formes d'agonie, on va dire, ou de discrimination, d'injustice. Et là, du coup, on peut penser à l'idée, par exemple, de l'âge ou du handicap, parce que l'âge, la question de l'âge, fait qu'on nous fait vivre mieux à un certain âge et qu'à d'autres âges, on nous expose à des risques de blessures, d'abus ou de mort ou de violence sans qu'il y ait en cela une quelconque défense collective ou même une quelconque protection étatique, si tant est qu'on était encore dans un idéal d'État protecteur. Ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'on le voit bien aussi avec la question du validisme. Le monde est fait pour des corps valides et on fait vivre les corps valides mieux et on expose à des vies qui sont à proprement parler des vies
violentées, des vies rendues invivables, des personnes qui sont exposées en fait à un certain nombre de discriminations du fait de cette norme qui est entretenue de façon biopolitique. Et on l'a vu avec la maladie, on l'a vu avec la pandémie du Covid, on le voit encore, quelles vies sont dignes d'être protégées, défendues et d'être soignées, et quelles autres vies sont laissées à l'agonie ou sont laissées exposées au risque en fait du non-soin et de la maladie. Donc, toute cette idée, en fait, c'est ce que j'essaye de conceptualiser à partir de ce qu'on pourrait appeler, dans la forme de néolibéralisme autoritaire dans lequel sont ou plonge un certain nombre de démocraties, on pourrait parler en fait de nécrolibéralisme qui permet de concevoir en fait la question des antagonismes de classe, du racisme systémique, du patriarcat, mais aussi de penser la question de l'âge et du handicap. Et cette idée d'un nécrolibéralisme, pour moi, il est très, très important parce que c'est vraiment de travailler sur l'exposition au risque gradué de mort. Et par ailleurs, ce qui m'intéresse aussi dans cette question, c'est de penser comment sont possibles à cette échelle des formes d'alliance et de solidarité entre les luttes qui peuvent avoir une focale centrée sur la question justement du validisme, mais comment en fait cette focale permet de penser aussi un même ennemi, je vais reprendre l'expression de Delphi, de penser à un ennemi principal en fait, et d'articuler en ça les mouvements révolutionnaires. Et la dernière chose, c'est aussi que finalement, cette question de l'âge, du handicap, évidemment, avec la question sexisme, racisme, dans le cadre de ce néolibéralisme, en fait, on voit bien que quand je parle de nécrolibéralisme, c'est aussi que la question de la vie et des conditions de vie deviennent à proprement parler l'objet même du politique. Et permet de comprendre aussi qu'un certain nombre de mobilisations et de mobilisations évidemment féministes historiques sont sur des questions d'autodéfense vitale. C'est-à-dire, ce qui est politique, c'est déjà l'autodéfense vitale d'accéder ou de construire, de bricoler aux dépens de la violence néolibérale des conditions de vie qui sont aussi prosaïques que d'accès à la terre, à l'eau, à l'intégrité corporelle et à la question de la nourriture. Enfin, voilà. Merci beaucoup, Elsa. En fait, on me dit qu'on doit terminer à 26, il est 28, donc je ne vais pas nous laisser tellement plus de temps. En tout cas, je vous remercie beaucoup, c'était super intéressant. Et ça a permis, je pense, d'éclairer pas mal de choses. Moi, de me remettre un peu au bout du jour de ta pensée, Elsa, dont je n'ai pas suivi bien tout le développement voilà, sur tes travaux les plus récents. C'est vrai que et Jules aussi de bien comprendre certaines des subtilités de ta pensée. Donc, j'espère que tout le monde a pu voilà, apprécier cet échange qui a été, je crois, très, très intéressant. Voilà, ben, je vous remercie. Merci beaucoup à toi, Irène, et merci à Jules, et merci aux traductrices, et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont participé dans le chat aussi. Et muito obrigada, abraços, besos, et thanks a lot.